Alors imaginez ce scénario. C'est assez farfelu, mais essayez de me suivre, d'accord? Vous naviguez sur l'océan bleu. Vous savez, vous voulez faire votre Moana. Et puis soudainement, vous tombez sur une île complètement aléatoire et il y a des gens dessus. Vous savez, les gens, ils sont un peu sceptiques au début. Vous savez, ils sont un peu prudents. Mais ensuite, avec le temps, vous savez, vous commencez à apprendre à communiquer avec eux et vous commencez à les connaître. Mais en vous promenant sur cette île, vous commencez à remarquer qu'il y a ces structures de statues mégalithiques très étranges et austères partout sur l'île. Et vous remarquez les gens sur cette île. Ils ont ces tablettes en bois avec une écriture étrange dessus. Et vous ne pouvez pas le déchiffrer, alors un jour, vous prenez le courage de demander aux locaux. Vous êtes comme « Hey, j'ai juste remarqué comme qu'est-ce que ces choses de statues et qu'est-ce que c'est que l'écriture sur les tablettes en bois ?» Et les locaux vous disent « Oh, ces statues sont ici depuis aussi longtemps que nos ancêtres peuvent se souvenir. Et aussi, ce système d'écriture, ils sont d'une grande importance pour nous. » Et vous êtes comme d'accord, sûr, mais qu'est-ce qu'ils signifient? Et les locaux disent « Bien, nous connaissons vaguement les histoires, mais toutes les vraies réponses et mystères se trouvent dans nos aînés pour connaître les vraies réponses. » Vous devez leur demander. Alors un jour, vous rassemblez le courage et vous approchez la maison de réunion des aînés et vous demandez aux aînés, vous êtes comme « Hey aîné, je suis désolé, mais je suis juste un peu curieux, que signifient ces statues et tablettes ?» L'aîné vous regarde, il pose sa pipe. En fait non, ces gens ne fument pas de pipe, je ne sais pas. Il pose sa tasse de jus de cava. Peut-être que je ne sais pas et il dit « D'accord, je vais vous révéler les réponses. » Mon cher enfant, car tu vois, la réponse est... Et puis, juste à ce moment-là, un tas de gens complètement fous sortent des buissons. Les anciens sont attrapés, attachés et kidnappés, embarqués sur un navire et emmenés au loin. Pendant ce temps, tu parviens à t'échapper et te cacher dans une grotte. Je suis conscient que cette histoire devient un peu tirée par les cheveux et qu'elle comporte de nombreuses failles logistiques. Après cette épreuve, vous sortez de votre grotte et remarquez que d'autres habitants locaux ont échappé à la capture. De retour à la maison des anciens, vous constatez qu'il n'en reste aucun. Vous regardez le sol, il reste une tablette et elle est cassée en deux. Au loin, la silhouette d'une imposante statue se découpe sur le soleil couchant. Un moment de grâce presque terrifiante, comme pour dire que la légende vit, mais seulement comme une énigme sans réponse. Vous n'obtiendrez jamais les réponses que vous cherchez et les locaux non plus. Ceci, plus ou moins, est l'histoire de Rapa Nui, alias Uledepuk. Faisons une géogratalk. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa mise en ligne, vous comprendrez. J'ai téléchargé cela le dimanche de Pâques, alors je me suis dit pourquoi pas. Télécharger une vidéo sur l'île de Pâques le dimanche de Pâques. Profitez des événements actuels pour le contenu. Je ne suis pas la première à le faire, mais vous avez sûrement entendu parler de l'île de Pâques. C'est un endroit très documenté et célèbre. Vous avez sûrement vu cet endroit en photo. Il est omniprésent dans la presse et les documentaires. Vous avez probablement aperçu les célèbres statues Moai. Vous vous dites alors que c'est intéressant. Puis vous avez continué votre journée, peut-être en allant manger des tacos car vous avez sûrement des choses plus importantes à vous préoccuper que quelques statues sur une île. Mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop cet endroit, vous devez d'abord comprendre ce que c'est. Alors expliquons. Tout d'abord, Rapa Nui, ou l'île de Pâques, est une île incroyablement isolée en forme de triangle d'environ 14,5 miles ou 23 km de long et 7 miles ou 11 km de large. Leur plus proche voisin dans le Pacifique Sud est l'île Pitcairn, à environ 2100 km de distance. Administrativement, ils sont un territoire spécial du Chili, situé à environ 3600 km ou 2300 miles de distance. Rapa Nui est le coin et la partie la plus à l'est de la sous-région océanique connue sous le nom de Polynésie, englobant toutes les îles dans une forme de triangle entre eux, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. La capitale est Angaroa, où vit la majeure partie de la population, et toute l'île est pratiquement un mont volcanique élevé, avec des falaises abruptes et déchiquetées tout le long de la côte, et deux petites plages sur le côté nord, la plus célèbre étant Anakena, où l'on dit que les premiers habitants sont arrivés. En observant les images satellites de l'île, vous remarquerez des dizaines de cratères et de cônes volcaniques dormants circulaires qui racontent l'histoire géologique de sa formation. L'île a un paysage emblématique d'un autre monde, mais pourquoi est-elle appelée l'île de Pâques? Eh bien, c'est parce qu'elle a été nommée ainsi par le premier Européen à la voir, l'explorateur néerlandais Jacob Rochefin. Désolé les Néerlandais, vous êtes cool, mais honnêtement, je déteste votre langue et n'ai aucune envie de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, il est arrivé sur l'île le jour de Pâques et a décidé de l'appeler l'île de Pâques, car c'était ce jour-là. Mais les locaux l'appellent Rapa Nui et les habitants de cette île sont appelés les Rapa Nui. C'est à la fois un gentilé et le nom de l'île. Sa structure physique est la suivante.
Il n'y a pas de cours d'eau ou de rivière permanent naturel et toute l'eau douce provient généralement entièrement de la collecte des eaux de pluie ou dans les lacs de cratères de cônes de volcans endormis comme Ranokau. Lors de leur première arrivée sur l'île, les Européens ont rapporté qu'elle était presque totalement déboisée avec seulement 2 espèces d'arbres indigènes principales, le palmier Rapa Nui et l'arbre Toromiro. Dans les années 50, des arbres ont été replantés pour reboiser l'île. Je tiens à rendre hommage aux incroyables chaînes YouTube qui ont obtenu ces superbes prises de vue aériennes de Rapa Nui alias l'île de Pâques, même si j'utilise leur contenu à des fins éducatives et de commentaires. Leurs informations seront dans la description. Merci. Les 2 arbres avaient une écorce légère et fragile et un intérieur doux et fibreux, donc pas idéaux pour la construction. Ils ne pouvaient pas vraiment construire de canoës ou de maisons avec ces arbres. Ils excellaient seulement dans la fabrication de cordes et de tissus à partir d'écorces d'arbres. Alors, comment l'île s'est-elle retrouvée si déboisée? Bien que nous ne soyons pas certains, la plupart des gens supposent que l'introduction du rat polynésien pourrait en être la cause. Ce petit salaud mange les graines des arbres comme un fou et ils se reproduisent si vite. Comme une seule paire de souris peut se reproduire et créer comme plus d'1 million sur une période de 2 ans. Alors ajoutez une infestation de rats qui mangent toutes les graines pour qu'elles ne poussent pas sur l'île. Et puis bam, vous avez une déforestation qui se produit comme un feu rapide. Donc en considérant le fait que les arbres étaient très faibles et fragiles, et qu'il y en avait très peu de toute façon. Pour commencer, les gens qui sont venus sur cette île étaient confrontés à une décision très drastique. Ils pouvaient rester et pratiquement ne pas avoir la qualité de matériaux pour construire des radeaux pour s'échapper au cas où ils en auraient besoin. Ce qui signifie qu'ils seraient coincés ici indéfiniment, où ils pourraient partir, et ils ont décidé de rester. Cela signifiait que les gens de Rapa Nui, vous savez, ils ont probablement pris beaucoup des coutumes et traditions qu'ils connaissaient de leurs anciennes terres en tant que peuple polynésien. Mais le problème était qu'avec peu d'arbres, ils auraient dû ajuster les éléments qui étaient généralement liés à la sculpture sur bois dans la culture polynésienne. Et ils auraient dû le traduire en pierre à la place. Cela s'appliquait même aux habitations résidentielles, comme le village d'Orongo au sommet du cratère de Ronokau, où vous voyez ces structures en pierre et en gazon qui étaient utilisées par les locaux. Donc c'est le cadre physique général de l'île. D'accord, mais ce n'est pas là que ça se termine, car si vous vous promenez sur cette île, vous commencez à vous sentir un peu bizarre, presque comme s'il y avait quelque chose. Cet endroit a quelque chose d'un peu déstabilisant. Parce que ce n'est pas juste une île normale. Il y a presque comme une étrange aura de mystère qui entoure tout l'endroit et personne ne peut répondre complètement à quoi que ce soit. Le premier mystère le plus notable et évident. Les énormes statues Moai. Il y en a littéralement plus d'1 millier éparpillées dans chaque coin de l'île entière. Et ils sont perchés sur ces plateformes de pierre appelées AU. Comment, quoi et pourquoi même sont ces choses? Et ça devient encore plus fou parce que même sur les statues, il y a ces étranges pétroglyphes gravés sur les revers. Il existe aussi un mystère plus petit et moins connu, mais tout aussi crucial. Certaines zones ont encore aujourd'hui ces tablettes en bois préservées avec des figurines gravées dessus. Les tablettes Rongo Rongo, non déchiffrées à ce jour malgré de nombreuses tentatives, gardent encore leur mystère quant à leur signification exacte. Rapa Nui est la seule île polynésienne et le seul peuple polynésien à avoir ce type de tradition et d'esthétique propres à eux. Aucune autre île n'a de moai ou de tablettes Rongo Rongo. C'est une chose très distincte que seuls les Rapa Nui ont fait. Ou l'étaient-ils? Y avait-il un autre groupe de personnes pour qui c'est venu sur l'île en plus des Rapa Nui? C'est une autre question. Et pourquoi est-ce même une question? Vous vous demandez peut-être s'il y a encore des Rapa Nui vivants aujourd'hui et s'ils ne connaissent pas l'histoire de leur propre peuple. Ne pourrions-nous pas simplement leur poser la question? Eh bien, ce n'est pas si facile, parce que beaucoup de choses se sont passées. De 1862 à 1864, pendant 2 ans, un groupe de trafiquants d'esclaves péruviens a kidnappé près de la moitié de la population. Chose étrange, le Pérou avait déjà aboli l'esclavage en 1854, rendant cet acte illégal. Mais à cette époque, il existait encore des activités souterraines. Dans tous les cas, beaucoup de ces Rapanuiens asservis sont soit morts, soit ils ne sont jamais revenus. Quelques-uns d'entre eux sont effectivement revenus, mais ils ont apporté avec eux des maladies du continent qui ont à leur tour tué encore plus de Rapanouians survivants sur Rapa Nui. Cela a décimé toute la population de l'île jusqu'au point où, au tournant du 20e siècle, seules 111 personnes ont été documentées comme restantes sur l'île. Cela signifiait que toute la connaissance des traditions, coutumes et folklore du peuple Rapa Nui dépendait des souvenirs fragmentés des 111 dernières personnes survivantes. Beaucoup de réponses résidaient chez les anciens enlevés ou morts, signifiant qu'une grande partie de l'histoire était perdue. C'est comme lire un livre d'histoire où la moitié des pages sont déchirées.
Nous pouvons toujours obtenir quelques indices à partir de ce que les survivants se souvenaient et avaient raconté à leurs descendants, mais ce n'est pas une image complète. Obtenir des données totalement précises ou corroborées est ardu, car il est souvent difficile de distinguer l'histoire de la mythologie et la chronologie est très imprécise. Alors cela pose la question, que disent les véritables habitants de Rapa Nui à propos de tout cela? Selon la tradition orale de Rapa Nui, l'île a été peuplée initialement par un groupe mené par la figure légendaire Otumatua. Et les gens venaient à l'origine d'une île-patrie inconnue appelée Iva. On suppose que cette île-patrie Iva se trouve probablement quelque part dans ce qui est maintenant la chaîne d'îles Marquises en Polynésie française, car la langue Rapa Nui est similaire à la langue qu'ils parlent là-bas. Après être arrivés sur ce qui est supposé être la plage d'Anaken, ils ont peuplé l'île et se sont divisés en clans occupant des régions de l'île où ils vivraient pendant des siècles, peut-être jusqu'à environ 1000 ans. Et c'est là que cette histoire devient un peu étrange et tordue, car selon la tradition orale de Rapa Nui, un mystérieux second groupe de personnes est arrivé sur les îles avant les Européens. Ils étaient reconnus sous le nom de Hano-Ep, ou les gens aux longues oreilles. Ce sont supposément ces personnes qui ont introduit la sculpture sur pierre sur les îles, mais ces personnes auraient également tenté d'asservir les Rapa Nui. Selon leur propre tradition orale présumée, les Rapa Nui ne peuvent pas prendre de pause. Une grande bataille a eu lieu entre les Hano-Epé et les Hano-Momoko, aussi appelés les Giens aux oreilles courtes. Les gens aux oreilles courtes ont gagné, et on suppose que les gens de Rapa Nui aujourd'hui sont les descendants de ces vainqueurs, les Hanao-Momoko, ces mots polynésiens. Le célèbre anthropologue Thor Heyerdahl a été tellement intrigué par cette histoire de peuple aux longues oreilles qu'il a théorisé qu'ils étaient probablement des gens venus d'Amérique du Sud. Les preuves étaient également en sa faveur. Comme beaucoup des cultures sur Rapa Nui aujourd'hui sont en fait indigènes du continent sud-américain comme les patates douces, comment ces cultures sont-elles arrivées là? Elles ont évidemment dû venir d'Amérique du Sud, d'une manière ou d'une autre. Peut-être ont-elles été apportées par ces gens aux longues oreilles. Il était tellement dévoué à cela qu'il a en fait fabriqué un radeau de fortune en utilisant des matériaux sud-américains natifs pour prouver qu'il était possible d'avoir navigué du continent à cette île. Il a effectivement réussi. Cependant, beaucoup de ces affirmations anthropologiques ont en réalité été réfutées ou discréditées avec le temps, mais cela a ouvert une discussion sur ces personnes et cela a suscité beaucoup plus d'intrigues avec Rapa Nui. Et puis en 2013, ils ont fait un film à ce sujet. C'était vraiment cool. Allez le voir. C'est en fait un bon film. Je l'ai vu. En ce qui concerne les statues Moai, que disent les gens de Rapa Nui? Eh bien, ils affirment que les statues Moai sont des représentations d'ancêtres divinisés, généralement des Ariki ou des chefs ou leaders de clans importants. On croyait qu'il possédait le mana ou une force et un pouvoir spirituel qui donnait vie à la terre. La taille de la statue Moai était proportionnelle à son mana. C'est pourquoi il y avait une guerre de taille entre les clans, chacun tentant de surpasser les autres avec des statues Moai toujours plus grandes. Une fois érigés, les Moai étaient toujours tournés vers l'intérieur du village car ils étaient considérés comme des protecteurs. Et les plateformes de pierre ou les ahus sur lesquels ils étaient érigés jouaient également un rôle significatif. Ils servaient parfois aussi de lieu de sépulture pour les dirigeants honorés. Et selon la tradition Rapa Nui, ils disent que les Moai marchèrent vers les ahus. C'était une affirmation très intéressante et curieuse qu'ils avaient. Personne ne savait exactement ce que cela signifiait, mais au début des années 2000, les archéologues américains Terry Hunt et Carl Lipo ont construit une statue Moai à échelle réelle et ont testé la théorie de l'expérience de la marche dans laquelle ils ont construit un système de cordes qui a fait avancer la statue. Ils ont parcouru une centaine de mètres en 40 minutes environ. C'est la théorie la plus acceptée sur la façon dont les Moai se déplaçaient. Les anciens Rapa Nui utilisaient beaucoup de cordes, comme nous le savons. La plupart des statues Moai ont été taillées dans la carrière de Ranoraraku, qui se trouve dans un cratère de volcan fait de pierres volcaniques faciles à tailler. Cependant, les premiers Européens, en entrant dans cette zone, ont remarqué que beaucoup de statues Moai étaient en quelque sorte laissées inachevées et abandonnées au pied du cratère recouvert par des sédiments terrestres, principalement parce que lorsqu'ils ont déboisé toute l'île, vous savez, cela crée plus d'érosion, ce qui enfouit les statues. Alors ils se demandaient pourquoi vous avez soudainement arrêté de fabriquer les statues Moai et les avez laissées là. Ils ont aussi noté que dans certaines zones, il semblait que des statues Moai avaient été volontairement renversées et poussées, et c'est comme s'ils essayaient d'être détruites. Pourquoi tout cela se passait-il? Eh bien, encore une fois, selon la tradition Rapa Nui, on disait qu'il y avait une guerre civile entre les clans rivaux sur l'île, ce qui a en quelque sorte détruit la structure sociale et a peut-être joué un rôle dans le rejet de l'ancien ordre, pour ainsi dire. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle tradition est apparue, le Tangata Manu, ou le culte de l'homme-oiseau. En gros, c'était une compétition rituelle dans laquelle le gagnant devenait le nouveau chef. Et c'était une compétition très intense et mortelle. En gros, tous les adhérents descendèrent les falaises de Ranokau depuis le village d'Orongo et nageaient jusqu'à l'îlot voisin de Motunui.
Les concurrents devaient collecter un œuf de suri ou un œuf d'oiseau Manutara et le premier à le ramener intact serait déclaré le nouveau chef. Des personnes sont décédées en faisant cela, en tombant de la falaise, en se noyant ou en étant attaquées par des requins. Mais si vous surviviez et que vous rameniez un œuf intact, vous seriez le nouveau chef. Et pendant 2 ans, en 1913 et 1915, l'archéologue et anthropologue Catherine Routledge a effectivement documenté les noms de 86 Tangata Manu du passé. Malgré le changement de système de croyance, les statues Moai sont toujours considérées comme incroyablement importantes et sacrées pour le peuple Rapa Nui aujourd'hui, et si vous allez à l'île de Pâques, ne les touchez pas, ou pire, ne vous allongez pas dessus, et ne prenez pas une photo stupide et fromageuse, c'est la pire chose. Ils vous battront si vous faites ça, comme ne faites pas ça, ces statues sont super sacrées pour les gens ici. Disons juste que si vous faites ça, vous pourriez avoir à faire face aux conséquences d'être sur une petite île au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, où personne ne peut vous entendre crier. Donc, conséquences de vos actions. Alors, qu'est-ce que Rapa Nui aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, l'île compte environ 9000 personnes. Environ 70% d'entre elles sont des Rapa Nui natifs. Et malgré l'hispanisation d'être sous la souveraineté du Chili et la plupart des gens parlant espagnol, ils maintiennent leurs coutumes et traditions du mieux qu'ils peuvent. Et ils sont autorisés à enseigner leur langue maternelle dans les écoles. 2 images emblématiques que vous verrez qui sont en quelque sorte, elles symbolisent l'identité nationale de Rapa Nui. Vous verrez le Manupiri ou les doubles oiseaux Manutara se faisant face, symbolisant l'unité, ainsi que le Raimiro, cette image en forme de croissant avec 2 visages sur chaque bord du croissant. C'était en quelque sorte un symbole de statut qui était donné aux hommes et femmes de haut rang à Rapa Nui. On le voit partout, comme dans les pétroglyphes et même les tablettes Rongo-Rongo. Il a toujours été compris comme symbolisant un statut de haut rang, et c'est pourquoi ils l'ont mis sur leur drapeau. Nous ne comprendrons peut-être jamais tous les mystères de l'île de Pâques, mais l'île est un témoignage que quelque chose peut être physiquement tangible sans être complètement compris. Malgré cela, on peut toujours avancer et en profiter. J'espère que vous avez appris quelque chose. Proposez un sujet pour les prochaines discussions de Jogger dans les commentaires. Je choisirai peut-être l'un d'eux. À bientôt, restez cool et à l'écoute.